Bien, mesdames et messieurs, rebonjour pour ceux qui nous rejoignent. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis Philippe Gilles du cabinet de conseil en innovation de la formation qui s'appelle ILDI, que vous connaissez peut-être mieux à travers sa newsletter de la Digital Learning Academy. Je suis ravi d'accueillir ce panel d'invités qui va parler de l'employé Centric Learning, le marketing et les stratégies pour engager vos équipes. Vous avez du beau monde sur ce panel. Vous avez donc Eugenia Fornieri, qui est SVP Global Talent Learning and Executive Management chez Danone. Bonjour, merci d'être avec nous. Denis Mineret, qui est Chief People Officer chez Sanofi HC. Bonjour. Robert Demory, qui est Learning and Development Director à La Poste. Stéphane Dellinger, qui est Global Learning Director chez Pernod Ricard. Et qui, de mieux pour faire parler ses clients que Béatrice Guerrara, qui est co-founder et Chief Learning Officer de Kokoroe. Béatrice, t'as le micro, t'as la main, c'est toi qui pilotes. T'as 25 minutes. Allez, c'est parti. Merci pour le pitch, Philippe. Alors, bonjour à tous. On a tenté aujourd'hui de réunir un panel avec des entreprises qui viennent volontairement de secteurs très divers. Vous avez ici, du coup, effectivement, Stéphane qui va représenter Monsieur Spiritueux. Vous avez Denis Mineret qui, du coup, ici va représenter la partie plutôt publique, semi-publique avec La Poste. Vous avez Danone qui est, du coup, vraiment une distribution à très grande échelle dans la personne d'Eugenia. Et enfin, vous avez Denry, la partie HR dans le monde, du coup, de la pharmaceutique. Peut-être juste quelques mots, mais j'ai pas en fait trop longtemps sur Kokoroe. Donc Kokoroe, ça veut dire apprendre avec le cœur en japonais. Et c'est ce qu'on fait chez Kokoroe. On fait de la formation en ligne au travers d'une plateforme de formation, mais aussi de formation étagère sur des thèmes qui vont comme les soft skills. J'en perds mes mots, c'est l'émotion, l'IA générative, la diversité et l'inclusion. Aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un sujet qui monte, qui est finalement l'employee centric learning. Pourquoi ? Parce que ici, vous êtes tous des acteurs du learning et très actifs dans ce domaine et vous aimez les tendances. Et je suis sûre que vous l'avez tous vu. On revient aujourd'hui à une ère qui est beaucoup plus celle de la rationalité. Il y a encore quelques années, on était à l'ère du Covid. Beaucoup ont découvert le digital learning et ont commencé du coup à inonder de catalogues de formation. Il y avait une phase un peu d'euphorie, une phase un peu d'enthousiasme. Moi, j'appelle ça la phase un peu du spray and pray. Je le dis avec mon accent Frenchy. Cette phase, finalement, on lançait des modules de formation et on espérait que dans le tas, voilà, il y en ait une qui matche et qui soit un peu plus vue. Cette ère, elle est beaucoup remise en question aujourd'hui et on arrive dans une ère maintenant de la rationalité. Donc j'aime bien les punchlines en anglais, donc s'il vous plaît, ne vous vexez pas. C'est ce qu'on appelle l'ère du ROI. Et c'est peut-être ma première question que je souhaitais vous poser, peut-être Denis pour commencer. Est-ce que toi aussi tu as senti un peu ce retour à la rationalité, à la raison ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être pour commencer un élément de contexte parce que je suis dans une position un peu particulière. Si je vous parle, je suis le DRH d'Opella, ça ne vous parle pas, mais si je vous parle de Doliprane, je pense que ça vous parle. Et j'ai la chance de participer à un spin-off et à gérer ce spin-off qui sera le plus gros LBO en France jamais créé. Et nous sommes dans une situation où je m'occupe d'une entreprise avec 11 000 collaborateurs, du Mexique à l'Australie, 5 milliards. Gigantesque, mais en même temps, nous quittons Sanofi, un paquebot, pour démarrer une aventure où nous partons d'une page blanche sur l'employee experience. On a fait beaucoup de choses en termes de culture, en termes de talent, en termes d'operating model, mais sur l'employee experience, on démarre d'une page blanche. Donc pour répondre à ta question, et merci pour l'invitation, c'est que l'idée, en tout cas sur l'aspect learning, on est vraiment dans une logique aujourd'hui. On regarde du métier, du business et s'assurer que ce que vous faites apporte un retour au business et à l'employé. Donc vraiment cette notion de contrat entre les deux qui est absolument critique. Donc ce qui veut dire deux choses pour moi. Une notion d'apprentissage, créer une expérience qui est vraiment un point qui est absolument critique aujourd'hui. Et puis le deuxième, ce que l'on répète tous les jours dans le business, c'est less is more. Peu de choses, mais ce qu'on fait, on le fait très très bien. Donc quand je t'écoute, je vois que les directions learning sont de plus en plus du coup des partenaires business et ça c'est quelque chose de nouveau. Eugenia, toi aussi tu as une approche vraiment qui est très focus maintenant KPI. Tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, nous avons 100 000 collaborateurs chez Danone dans le monde et en fait nous avons une offre qui a beaucoup évolué vers le digital et l'e-learning au moment du Covid, qui a été un agent de changement formidable parce que ça nous a permis de faire évoluer notre offre très 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 rapidement et sous la contrainte. Et en fait, aujourd'hui, on peut bénéficier de cette offre, mais aussi on a créé une offre beaucoup plus ciblée
sur le leadership pour accompagner les 100 000 collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle, du moment où ils commencent leur carrière jusqu'au moment où ils prennent la responsabilité d'une équipe pour la première fois, et puis ils sont plus expérimentés, ils sont leaders de leaders jusqu'au moment où ils deviennent exécutifs ou COMEX. Donc il y a cette offre de leadership tout au long de la carrière et une offre fonctionnelle sur les métiers qui est co-construite avec les métiers eux-mêmes, donc les responsables des fonctions, marketing, commercial, opération, whatever, avec des comités qui réunissent les métiers, les RH et les formations. C'est une offre que assez vaste pour les 100 000 et pour toutes les fonctions. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on a mesuré l'impact de cette formation avec la satisfaction des participants ou le nombre d'heures de formation ou le nombre de participants. Et au fait, on commence à parler maintenant de mesures d'impact des formations. Donc, tu parlais de KPI, d'impact, et donc on mesure avant la formation, juste après et 3 mois après, quel est l'impact de la formation. C'est-à-dire qu'avant la formation, on a une grille d'évaluation des compétences que les personnes doivent acquérir, construite avec les responsables du programme leadership ou les responsables de la fonction du métier. Et aussi le mindset comment est-ce qu'on veut voir évoluer le mindset, les behaviors, les comportements de nos personnes. Et donc il y a cette grille qui permet aux personnes de se auto-évaluer avant la formation, juste après et 3 mois après, pour voir si c'est vraiment, si ça se ancre dans le quotidien et dans leur fonction et si on voit un impact. On commence par l'auto-évaluation et après on passera à l'évaluation des leaders de tous les participants. Ce qui est intéressant, c'est quand je t'écoute, on voit qu'il y a un changement de paradigme où on est passé d'une phase où, bien sûr, on fait attention aux KPI, la complétion, le nombre d'apprenants, mais on est de plus en plus sur le tracking maintenant de KPI d'impact. Alors, c'est une bonne transition parce qu'il y a cette question qui se pose. Alors, ok, comment maintenant, justement, faire en sorte qu'il y ait plus d'audience, plus de complétion, plus de vues. Et un des premiers leviers qu'on a identifié, du coup, en travaillant, du coup, sur cette conférence, c'était celui du marketing de la formation. Et là, côté La Poste, Denis, vous avez été, je pense, un des premiers à créer un poste qui est vraiment dédié au sein de les groupes, qui est le poste, finalement, de responsable du marketing de la formation. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, tout à fait, Béatrice. En fait, nous sommes tous confrontés à la même situation. Le learning a de l'avenir, ça c'est la bonne nouvelle pour ce salon. La complexité, c'est que surtout si vous faites par exemple une activité réglementée, ce qui est le cas pour la Poste avec la banque, mais je pense que les collègues de l'industrie pharmaceutique, les formations sont de plus en plus complexes, lourdes, volumineuses. En plus de ça, vous avez les formations régaliennes. Quel groupe aujourd'hui ne fait pas de formation sur la RGPD, sur le RSE? Vous avez les formations entre guillemets pour votre métier qui évolue, l'IA générative qui arrive. Et puis alors pour clore, entre guillemets, la formation de plus en plus vient me préparer pour mes futurs métiers. Tout ça, le problème, c'est que c'est un effet ciseau qui s'est accéléré fortement depuis la fin de la crise sanitaire, puisqu'effectivement vos salariés, fondamentalement, son temps est contraint. Et donc c'est là où les magnifiques capsules Cocoré vont être utiles. C'est que le collaborateur devient aussi acteur. Nous venons d'un monde où la formation, je vous rappelle ce qu'est du travail, on doit les moyens à notre collaborateur pour faire son travail. Donc la formation était prescrite. Aujourd'hui, le collaborateur est acting. D'où tout l'intérêt de cette table ronde, c'est qu'on passe d'un monde où il faut donner envie, il faut que le collaborateur se prenne en partie en main. Et effectivement, ma chère Béatrice, donc j'ai fait le choix, j'ai eu la chance il y a 2 ans, enfin la chance, ma collaboratrice entre guillemets, j'encadre un institut, il y a 3 instituts à la Poste, j'encadre un des instituts et ma collaboratrice entre guillemets partie en mobilité. Donc très bien pour elle d'ailleurs, elle a un très beau poste, c'est parfait. Et là j'ai eu, bonne nouvelle aussi, j'ai eu 15 candidats en interne. Ça veut dire que le learning donne envie aussi, au passage. Voilà, donc, très très beau poste. Et contre toute attente, j'ai pas pris ceux qui étaient le plus capés en formation, en expérience et autres. J'ai pris effectivement un responsable marketing qui avait jamais fait de formation de sa vie. Et le patron de l'institut est là. Vous allez me dire, mais ok, une fois qu'on a fait ça, ça change quoi? Là, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Quand je suis arrivé à mon poste, à mon job entre guillemets il y a 4-5 ans, la Poste c'est à peu près 20 000 managers, de l'encadrant au cadre dirigeant. Eh bien, on faisait une formation. Puis on faisait un push mail à 20 000 managers. C'est exactement l'introduction, Béatrice. Bon, sur les 20 000, il y en a peut-être quelques centaines qui vont être intéressés par la formation. Voilà. Aujourd'hui, on va pas fonctionner comme ça. On va parler de persona. On va construire des personas. On va parler de NPS. C'est toute une méthodologie de la formation
que nous n'avions pas avant. On faisait de la capsule de formation, on regardait est-ce que la formation, entre guillemets, est appréciée ou pas, mais personne ne posait la question. Est-ce que la formation répond bien au job? Est-ce qu'on interrogeait les managers? Est-ce que vos gars, une fois qu'ils sont passés en formation, est-ce que vous les trouvez plus efficients? Ça, c'est nouveau, ça. Voilà. Et ça, effectivement, c'est une approche marketing qu'il est impératif de mettre, parce que vous voyez bien, encore une fois, si on ne donne pas envie, si notre collaborateur ne devient pas acteur aussi de la formation, on ne va pas y arriver. Là, tu parles segmentation, tu parles NPS, j'adore. Alors du coup, on le voit, le marketing, c'est un levier, mais si on n'a pas le bon format pour former, ça ne sert à rien. Et il y a une tendance de fond, et ça, Stéphane, ça m'intéresse, et j'aimerais avoir ton avis aussi dessus, qui est finalement cette tendance à raccourcir de plus en plus les formats de formation. On est passé d'une ère où les MOOC étaient arrivés. Quand les MOOC sont arrivés, on n'avait pas encore les joies des notifications Teams, la Zoom fatigue, etc. Et de plus en plus, on voit, un des défis des directions learning, c'est de gagner un peu cette bataille de l'attention et réussir à s'intégrer dans le quotidien des collaborateurs. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Stéphane, comment tu fais chez Pernod Ricard? Est-ce que toi aussi, tu es un peu témoin de cette infobésité, de cette fatigue, de sollicitations? Tu peux nous raconter? Oui, c'est tout à fait visible aussi dans notre organisation. Donc, il y a vraiment la nécessité d'arriver à travailler des contenus qui soient impactants sans perdre en qualité, hein, parce que c'est un élément important. Et des contenus auxquels on peut associer aussi une dimension d'évaluation. Il faut quand même continuer à pouvoir mesurer, malgré des contenus courts et impactants, que le savoir est acquis, le savoir est ancré. Ce qui revient aussi au thème qu'évoquait Eugénia sur la capacité à mesurer les progrès que fait un collaborateur en faisant l'acquisition de nouveaux savoirs, et donc d'adapter aussi ses choix de métriques en interne pour dépasser les habituelles mesures de nombre d'heures et niveau d'attention ou de completion, comme on dit, de ces formations, pour arriver à intégrer une dimension qualitative aussi aux formations qu'on dispense en interne. Donc effectivement, capter l'attention des personnes, c'est aussi travailler et soigner visuellement ce qu'on peut mettre à disposition de nos collaborateurs. De notre côté, quand on produit des contenus en interne, on travaille de façon très coordonnée avec un studio de création graphique qui est au sein de nos équipes, pas forcément hébergé dans notre département formation, mais qui travaille pour d'autres départements de l'organisation. Et entre guillemets, on tape dans ces ressources comme une fonction marketing utiliserait aussi ces ressources-là. Et du coup, peut-être côté Danone, Eugénia, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu te positionnes sur ce raccourcissement justement du temps d'attention des collaborateurs? Est-ce que tu vas adopter une approche un peu mixte avec du long, du court, t'es 100% court? Quel est ton parti pris? Oui, les formats courts sont très, très efficaces pour ancrer les learning dans le quotidien des salariés, pour faire que les formations soient accessibles à tous les salariés, même à ceux qui ne sont pas forcément connectés à un ordinateur, etc. Par exemple, nous avons lancé pour former tous les collaborateurs à la AI générative des podcasts très courts, plusieurs podcasts très courts, avec un format très court, que tous les collaborateurs peuvent écouter à tout moment, donc même on the go comme dans Spider-Man. Et en fait, c'est très puissant et très efficace. Mais c'est aussi très efficace parce que c'est flexible. C'est-à-dire les formats courts, vous pouvez les faire évoluer en fonction de l'évolution, soit du métier, soit des enjeux que vous voulez transmettre. Comme l'AI générative évolue énormément, donc ces formats courts nous permettent de faire évoluer la formation de manière très rapide. Et ils sont en 15 langues, donc vraiment pour une fruition de tous les collaborateurs dans tous les pays. Maintenant, c'est une fruition qui est plutôt individuelle. Donc, pour moi, c'est très important de maintenir et avoir un vrai équilibre avec des formations beaucoup plus longues, en présentiel, où on arrête le temps et on fait en sorte que les collaborateurs ensemble se retrouvent, puissent vraiment se poser, prendre du recul par rapport aux enjeux, au travail du quotidien, et investir sur leur propre développement et prendre le temps d'aller en profondeur dans leur développement, que ce soit du leadership ou d'un métier. Et l'avantage de ces formations, c'est qu'ils sont en collectif, et donc les participants apprennent les uns des autres. Et normalement, vous pouvez aussi inviter un top leader pour être sponsor, mentor de la promo. Donc, ça donne aussi une exposition aux dirigeants de l'entreprise. Donc, pour moi, vraiment, il faut avoir les deux.
Et c'est vraiment, cet équilibre est très puissant et fondamental pour moi. Donc on voit que tu travailles beaucoup ton learning mixed avec une offre un peu hybride. Alors justement, donc on a parlé définition des KPI en amont, on a parlé du marketing de l'offre, on a parlé également du format, mais tout ça n'est rien si on n'a pas les bons thèmes. Il y a une tendance aussi qu'on observe beaucoup, qui est celle un peu du FOMO. On a des collaborateurs qui sont du coup de plus en plus attentifs aux actualités et qui veulent apprendre en phase avec l'actualité et les nouvelles tendances. Alors peut-être Denis, est-ce que je te fais réagir un peu parce que je sais que tu es toujours en veille et en écoute un peu des tendances. Est-ce que toi tu ressens finalement ce besoin des collaborateurs d'apprendre en lien avec l'actualité ? Je voudrais rebondir sur ce que disait Eugénia sur temps court, temps long tout d'abord. Il y a une vraie volonté, je pense, quand on parle d'expérience du collaborateur qui est absolument critique. Et ce que tu décris en fait partie. Et on travaille dans des entreprises de consumer, des entreprises de services. On ne va pas forcer des personnes à acheter un produit laitier ou un spiritueux ou un médicament. On va créer les conditions. Et cette partie-là est absolument critique pour mettre l'employé au cœur du projet. Donc, ce qui veut dire les écouter, comme on écoute un consommateur. Donc, créer des conditions pour les écouter. De quoi ont-ils vraiment envie? Et c'est cette partie-là qui crée ensuite le besoin. Et quand on regarde le besoin, pour venir à ta question, il y a deux types de besoins. Il y a un besoin qui est celui du business, qui est sur les grosses tendances. Donc, par exemple, pour nous passons de pharmacie à consumer. Donc, comment on crée une consumer centricity dans l'organisation? Ça, c'est un point. Mais après, pour attirer les employés, pour vraiment être au cœur de ce projet, c'est vraiment d'identifier ces tendances. Donc, par exemple, là, on peut pas faire 1 mètre sans parler d'intelligence artificielle. Donc, comment on crée ces moments pour que les personnes deviennent acteurs de leur changement par ces modules. Et puis le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que nous avons la chance d'avoir beaucoup de collaborateurs, ce qui veut dire que certains d'entre chez moi sont absolument doués en AI aujourd'hui, et je ne le sais pas. Et charge à nous, une fois encore, dans notre écoute employé, écoute consommateur, de créer les conditions pour que ces personnes deviennent acteurs et créent pour nous, avec nous, les contenus de formation pour les autres. Je crois aussi beaucoup à cette volonté de partir d'employés qui sont au cœur du projet et qui font partie de cet aspect pour créer justement ces tendances qui sont absolument critiques pour le futur. C'est clair. Et Denis, je te voyais aussi hocher la tête. Ça te parle cette notion Robert, excuse-moi, la fatigue. Et ça te parle aussi cette notion un peu de FOMO? Toi aussi, tu ressens au sein de la Poste du coup ce sujet de former en fonction de l'actualité, rebondir, surfer sur des tendances? Oui, je reprendrai volontiers, évidemment on n'a pas eu le temps de répéter, mais je reprendrai volontiers donner les conditions. J'aime beaucoup cette expression. Petit 1, rappelons quand même que la formation est un investissement pour l'entreprise, par l'entreprise. Je donne un ordre de grandeur, on estime à la Poste que le coût de la formation, alors encore une fois c'est toujours des chiffres gigantesques, mais sur 500 000 jours de formation que nous faisons à l'année, c'est 200 millions d'euros. Donc, évidemment, comme tout entrepreneur, on attend un return. Voilà. Donc ce donner envie, il est juste capital, puisqu'on a dit que nous réussirons le pari de la performance demain, que si nos collaborateurs suivent l'employabilité, suivent l'évolution de nos entreprises. Et on a dit que ça ne pouvait plus passer uniquement par les services formation. Il faut que le collaborateur se prenne en main. Donc c'est pour ça que cette table ronde est aussi importante et dans les enjeux. Donc dans le donner envie, évidemment qu'on va gérer aussi le contexte. Je vous donne un exemple simple. Pour la première fois, entre guillemets, j'ai lancé l'offre langue étrangère en 2024. Pourquoi j'ai choisi 2024 ? Évidemment, il y avait les Jeux Olympiques. Donc on a fait toute une mise en marché avec notre partenaire GoFluent. On a fait toute une mise en marché, entre guillemets, sur les langues étrangères en jouant sur les Jeux Olympiques. Et évidemment que ça fonctionne. Et évidemment que là aussi, je vais aussi pousser ça juste avant les congés. Vous allez me dire, mais attendez, les congés, c'est pas l'entreprise. Oui, mais si, on l'a vu, les modalités vont être différentes. Si mon apprenant apprend, par exemple, à sa pause déjeuner, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin du fait qu'il parle anglais ou espagnol. Et donc, à un moment donné, tout ça, c'est un investissement. Pour finir, entre guillemets, là, ce que nous développons et ce que nous attend beaucoup, en fait, ce que l'on se dirige, c'est tout simplement de faire le Netflix ou le Deezer de la formation. Je prends en conséquence les compétences de mon collaborateur, sa situation, quelles sont ses modalités. Il préfère le podcast, je vais essayer de lui pousser les podcasts. Il préfère, entre guillemets, telle formation, je vais lui pousser telle formation. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de développer. Alors évidemment, on va recourir à un peu d'intelligence artificielle. Ça veut dire aussi de la data, très important. C'est pas le sujet de la table ronde, mais extrêmement important. De pouvoir avoir ma data sur mes collaborateurs,
Et mes formations et la qualité de ma data dépendra demain si je suis capable d'utiliser ces dispositifs que tous les éditeurs sont en train de travailler, pour le coup, pour être capable, entre guillemets, d'adapter la bonne playlist, la bonne formation à mon collaborateur. Donc on est complètement dans ces conditions. Et du coup, quand je t'écoute, tu parles aussi beaucoup de momentum. Tu parlais des JO tout à l'heure. Je pense que beaucoup ont aussi capitalisé sur cet événement pour avoir un beau écho. Une des tendances qu'on voit, c'est justement la nécessité de créer maintenant un storytelling fort lorsqu'on lance une formation. Surfer sur un événement, un temps un peu remarquable, connu du grand public ou même connu de l'entreprise. Est-ce que Stéphane, cette notion finalement de créer un storytelling engageant lorsqu'on lance des parcours de formation, c'est quelque chose qui te parle? C'est d'autant plus important, comme on le disait, que on a besoin de filtrer non seulement la qualité, mais les thématiques auxquelles nos collaborateurs peuvent avoir accès. Eux-mêmes sont débordés de ce genre de sollicitations. Donc, un de nos enjeux, c'est d'arriver à les aider à prendre conscience du fléchage en fait de contenu qui peut avoir du sens pour eux, faire ce travail-là en amont pour eux, de façon à ce que ce qui leur parvienne soit déjà quelque part préempté par des gens qui ont fait ces programmes avant eux, qui ont fait ce travail de curation et qui ont du coup la possibilité de comprendre leurs besoins et de les adresser avec des contenus qui ont du sens pour eux. Donc oui, créer l'histoire autour est absolument nécessaire, mais créer du contenu et un travail de curation préliminaire est aussi essentiel. Tout à l'heure, on évoquait des produits qui peuvent être des produits parfois liés à de la compliance. Si on parle de CSRD, par exemple, on a tout un tas de programmes qu'on peut monter dans nos organisations qui visent à cocher la case de certains aspects techniques et obligatoires. Comment on rend ces contenus également attractifs et pas une contrainte pour nos collaborateurs, c'est essentiel. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Donc ils sont un peu plus courts, c'est vrai, on les a ramassés, mais on essaye aussi de prendre des cas de figure qui soient concrets, qui parlent et adaptés à notre organisation, et en même temps de visuellement faire quelque chose d'humoristique, de décalé parfois, qui permet aussi d'arriver à ce que l'expérience soit une expérience qui soit positive. Ouais. Donc grande attention au storytelling, à l'ADN graphique aussi. Eugénia, côté Danone, toi aussi, tu cherches à créer des momentum, des temps forts finalement pour lancer des grands programmes qui sont à l'échelle groupe. Oui, pour moi, un événement permet justement de lancer une dynamique. Et récemment, je donne directement un exemple. Récemment, on voulait lancer une initiative de AI for All, enfin l'intelligence artificielle pour tous. Et en fait, on a créé la Danone Microsoft AI Academy, donc en partenariat avec Microsoft. Mais surtout, on a lancé un événement lors du Danone Day, qui est un événement mondial où tous les sites de Danone dans le monde, tous les collaborateurs ensemble à l'unisson, sont animés sur les sujets stratégiques de Danone. Il y en avait 3 cette année. Un, c'était l'intelligence artificielle. Et donc, on a lancé, grâce à ce Danone Day, un événement de formation pour tous les collaborateurs sur l'intelligence artificielle. Et donc, on a lancé les podcasts dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi des activités de prompting sur site pour accompagner les collaborateurs à avoir une expérience vraiment du prompting. Et on sait bien que le prompting est la clé pour le succès de l'intelligence artificielle. Et surtout, on a lancé une initiative d'adhésion volontaire pour acquérir des licences plus sophistiquées, les 365 de Copilot de Microsoft. Et donc, on a lancé cette initiative opt-in. Et en 48 heures, les 10 000 licences qu'on avait mis en jeu ont été demandées par les salariés, par les collaborateurs. Et pour garder la licence, en fait, on a associé une formation qualifiante. Donc, ils peuvent garder la licence seulement s'ils font la formation que Cocoreo a conçue pour nous et a déployée en 5 langues pour Danone. Et donc, aujourd'hui, tout de suite, dans les 48 heures, on a déployé les 10 000. Et dans le 2 mois après, 90% des demandeurs avaient suivi la formation. Et aujourd'hui, on la licence. Donc, pour nous, la formation est un vrai vecteur de transformation. Et donc, quand on veut lancer un changement important dans notre groupe, la formation est un vecteur fondamental. Et avec des partenaires comme Cocoreo, c'est quand même très facile de lancer cette dynamique.
Je vais laisser le micro là. Donc en fait, moi ce que je retiens en fait de cette table ronde, ce qu'on a voulu vous partager en tout cas aujourd'hui, il y a le QR code qui vous donnera accès du coup à l'e-book de la conférence. C'est en résumé 5 grandes idées. La première, c'est fini l'ère un peu de l'euphorie du digital learning, mais c'est pour le mieux. On revient à plus de rationalité, à un focus du coup sur les KPI. Et il y a 4 leviers qu'on peut activer. Le premier, c'est celui du marketing de la formation. Donc maintenant, c'est à chacun d'entre nous de développer cette approche très segmentée, d'avoir un focus sur des personas, penser NPS et ne plus uniquement se concentrer sur des vanity metrics comme le nombre d'apprenants qui ont été rois pendant quelques années. Deuxième levier, c'est vraiment celui du format. Je pense pas qu'il y ait une offre particulièrement adéquate, uniquement micro-learning, uniquement présentiel. Comme disait Eugénia, il faut avoir une approche hybride qui correspond à des styles d'apprentissage différents, qu'on soit sur du format long, du format court, et à chaque apprenant ensuite d'y piocher en fonction de son style, sa maturité et ses enjeux. Le troisième levier, c'est vraiment un levier qui est encore sous-utilisé, c'est dommage, c'est celui du FOMO. Il faut jouer sur les tendances du moment, surfer sur l'actualité. J'ai un petit pas de côté Renault par exemple, Patrick Benamar pouvait dire tiens, le rapport annuel de Renault est publié, je vous propose une formation sur la compta. C'est ce genre de rebond en fait qu'il faut venir chercher, c'est cette narration qui fait de vous finalement un chef éditorial, voilà, comme si vous aviez un magazine, vous devez chercher l'adhérence avec l'actualité. Et le dernier levier, c'est celui finalement du momentum. Tout à l'heure, on parlait de lancer des formations comme on lance un peu un produit marketing. Il faut avoir ce focus sur finalement quel est le bon moment dans l'année, quel est votre bon canal de distribution. Ces 4 leviers qu'on souhaitait vous en partager, il y en a beaucoup d'autres bien sûr, mais il fallait faire le choix. J'ai un grand merci à mon panel de choc. Merci. Vous avez pris le temps de préparer cette conférence, de partager en toute transparence les best practices. Donc merci à vous 4. À très bientôt. Et notre stand est juste à côté, N72.